bonsoir à tous. Merci aux internautes également de nous avoir rejoints sur Facebook. Donc ce soir, nous allons essayer de vous éclairer un petit peu sur un thème qui est assez courant et qui intéresse tout le monde à un moment de sa vie, à savoir le couple et l'argent. Donc je vous présente mon confrère Maître Elsa Boujard, qui est notaire à Bourg-Achard. Et nous allons donc procéder de cette manière si ça vous convient. Premièrement, un exposé qui n'est pas un exposé qui va durer très longtemps et pas trop théorique. Et deuxième partie, répondre à vos questions, ce qui vous permettra donc de nous voir avec nous si vous avez compris tout notre développement. Et l'articulation de notre thème sera le concubinage, le PACS et le mariage, en essayant d'aborder les thèmes les plus importants, à savoir la gestion, la protection et la transmission du patrimoine dans le couple. Alors donc, nous allons commencer par le concubinage. Donc les deux principaux problèmes que nous pouvons rencontrer, nous notaires, dans les études et qui doivent aussi vous poser des difficultés, sont des problèmes liés à l'achat en couple du concubin et également à la protection du concubin en cas de décès. Donc je vais commencer par l'achat en couple donc des concubins. Il faut surtout veiller, lorsque vous décidez d'acheter à deux, d'effectuer une traçabilité des fonds qui est très importante, c'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez d'acheter dans des proportions moitié-moitié et que vous financez moitié-moitié par le biais d'un prêt bancaire ou par un apport personnel, il n'y aura aucune, a priori, difficulté si le prêt est bien remboursé de la même façon par les deux concubins. La grosse difficulté que nous rencontrons, c'est un achat à deux, un prêt bancaire à deux et un financement exclusif en fait par un concubin, puisque tout le monde s'entend lors d'une acquisition et hélas, il arrive très fréquemment que les concubins se séparent. Et là, la donne change, puisqu'en général, quand les concubins se séparent, celui qui a tout financé essaie bien évidemment, c'est de bonne guerre, de revendiquer l'apport qu'il a pu mettre tout au long du remboursement du prêt et de revendiquer la totalité du prix de vente, puisque vous pouvez rester propriétaire, on ne changera pas ce qui a été mis dans l'acte notarié, vous serez donc propriétaire à deux, mais le concubin qui a tout financé va demander à l'autre de lui rembourser ce que l'autre aurait finalement dû rembourser avec lui. Donc on a une évolution heureusement de la jurisprudence sur ce thème, puisqu'on parlera après du mariage, j'essaie de ne pas anticiper, où c'est donc absolument différent, puisque si l'un des deux époux ne finance pas, il y a une protection beaucoup plus forte dans le mariage que dans le concubinage. Et la jurisprudence, le 13 janvier 2016, a voulu un peu mettre un terme. Alors ça a été tranché, mais ce n'est pourtant pas ça n'est malgré tout pas une solution de droit. Il s'avère en effet que quand un des concubins a décidé pour des raisons pratiques de payer les courses ménagères ou l'entretien des enfants et qu'il a donc contribué certainement de la même façon aux charges du ménage, notion qui n'existe pas en matière de concubinage, à une époque, le concubin repartait sans rien dans le prix de vente et depuis 2016, des juges ont estimé que finalement le concubin qui avait tout financé, si on arrivait à prouver que le concubin qui n'avait pas financé cette acquisition avait pourtant contribué à des dépenses autres, il avait le droit à la rémunération donc de cette non-contribution, on va dire, et à 50% du prix de vente. Donc on voit qu'il y a une petite évolution quand même pour des gens qui ne sont pas informés que le concubinage est vraiment un statut où il n'y a donc pas d'obligation, pas de règles et où il y a une protection très très minime. Donc ça, c'est un premier point qu'on voulait aborder, que je souhaitais traiter, sur cette traçabilité des fonds qui est vraiment essentielle. Après, la deuxième chose aussi que vous pouvez avoir, à l'inverse, c'est un couple qui ne se sépare pas, ça arrive heureusement, et donc par contre on peut décéder, ça c'est aussi très fréquent. Et donc nous nous retrouvons avec des enfants, de lits différents bien évidemment, sinon ça n'est pas drôle, des enfants donc concubins différents, qui revendiquent dans la succession de leur père ou de leur mère une finalement donation déguisée qui aurait été faite par le père au profit de la concubine qui n'avait pas remboursé le prêt bancaire ou qui était juste mise sur un titre de propriété sans avoir eu d'apport personnel.
Alors là, on a un double problème, c'est qu'on se retrouve du coup avec une fiscalité qui n'a pas été payée, puisque je vais vous en parler dans quelques secondes. En matière de concubinage, quand vous donnez à votre concubin ou vous le faites héritier, les droits de succession sont de 60%, donc c'est énorme. Et surtout, il y a une requalification par les enfants, puisque en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, et donc on ne peut pas disposer comme on veut de son argent de son vivant, en tout cas au profit de quelqu'un. Et quand une donation peut être caractérisée et déguisée, les enfants peuvent demander à la concubine, par exemple, j'imagine, si le concubin est décédé en premier, de rendre une partie de la réserve héréditaire qui est de moitié quand on a un enfant. On ne peut pas donner plus de la moitié de son patrimoine. En présence de 2 enfants, pas plus d'1 tiers. Et en présence de 3 enfants et plus, pas plus d'1 quart. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 problèmes que l'on rencontre quand il y a une acquisition de concubins et quand en fait ils se séparent ou décèdent, un problème civil et un problème fiscal. Donc ensuite, on tenait à aborder aussi ce problème fiscal. Il faut savoir que quand vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes concubin, même si vous pensez être comme des couples mariés, c'est rare, mais encore des clients qui arrivent chez nous pour régler une succession en nous disant que leur conjoint est décédé. Donc on demande évidemment diverses questions, s'il y a une donation entre époux ou éventuellement un testament. Et en fouillant et en discutant un peu plus avec le client, on se rend très vite compte qu'en fait leur conjoint n'est pas un conjoint, ça n'est juste une appellation. Ils sont en fait concubins et ils tombent de haut quand ils découvrent finalement que le concubin n'est pas un héritier légal et il n'est rien si vous n'avez pas fait un testament. Et en présence donc de frères et sœurs et de père et mère, quand vous n'avez pas fait de testament et que vous décédez, le concubin n'hérite pas, ce sont vos frères et sœurs et vos pères et mères qui héritent. Donc, pour parer à ça, il est bien évident qu'il faut faire un testament. Le testament a le mérite de rendre le concubin héritier de votre succession, dans des quotes-parts déterminés. Je ne reviens pas sur la réserve et la quotité disponible, mais l'effet retors de ce testament fait que surtout vous vous retrouvez avec une fiscalité à 60%, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est assez énorme. Et donc pour cette raison, on vous conseille d'avoir, quand vous voulez rester dans le concubinage et que vous êtes hermétique au Pacs et allergique au mariage, d'essayer d'avoir recours à d'autres moyens de transmission pour protéger le concubin qui vit sous votre toit et qui n'a donc aucun droit légalement parlant. Donc Stéphanie, tu vas aborder le thème donc, suivant, je pense, sur le concubinage. Oui, alors je reprends un petit peu les propos d'Elsa juste pour bien axer la difficulté, comme on vous l'a dit, c'est que les concubins n'ont ni droit ni obligation. Donc par définition, c'est difficile de pouvoir répondre à la notion de protection du concubin, puisque par définition, Elsa vous l'a bien expliqué, dès qu'il y a des flux financiers d'un patrimoine à un autre, sous un régime de concubinage, ce sont des gens qui sont considérés comme étrangers. Vous pouvez vivre depuis 30 ou 40 ans avec une personne, avoir plusieurs enfants avec votre concubin. Fiscalement, vous êtes considérés comme des étrangers et les flux financiers qui passent d'un patrimoine à un autre sont taxés à 60%. Donc pour pallier, pour essayer quand même d'être un petit peu moins violent sur la fiscalité, vous avez la possibilité de protéger votre concubin au moyen des contrats d'assurance vie. Alors, ce n'est pas trop le thème, donc on ne va pas non plus rentrer dans la complexité des contrats d'assurance vie. Nous avons souhaité l'aborder de manière le plus léger possible, à savoir partir du principe que c'est un véritable contrat d'assurance vie, que vous avez souscrit tout ça avant votre 70e année. À ce moment-là, votre concubin bénéficierait de la fiscalité allégée de 152 500 €. Et effectivement, c'est une manière de pouvoir transmettre une partie de votre patrimoine avec une fiscalité qui est allégée, sous réserve, et ça on pourra y revenir si vous avez des questions, que l'intégralité de votre fortune ne soit pas transmise par le biais d'une assurance vie à votre concubin et qu'il y ait donc une spoliation pour vos enfants. Parce que comme il vous a été rappelé tout de suite, vos enfants, vous ne pouvez pas les déshériter. Et c'est ce qu'on appelle un droit de réserve, c'est-à-dire que vous pouvez
sur votre succession, à votre guise, donner une partie de votre patrimoine qui s'appelle à côté disponible à qui bon vous semble, mais vous devez réserver à vos enfants une partie de votre succession. Donc c'est pour ça qu'on vous a rappelé sur les slides qui sont derrière nous, le fait que les assurances vie doivent correspondre à une normalité et que le caractère ne doit pas être trop exagéré et que les sommes doivent être cohérentes avec votre fortune. J'ai oublié également de vous rappeler tout à l'heure que les slides seront mis en ligne sur le site de la Chambre des notaires de Paris, donc vous pourrez les prendre et les regarder, puisque je vois que Madame est en train de prendre des notes, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez y accéder. En fonction du montant, oui. Mais si ça ne vous dérange pas, on répondra à vos questions après. Mais oui, tout à fait, hein, c'est la réalité. Alors ensuite, nous avons, c'est un tout petit peu plus rare, vous entendez tous, vous connaissez tous le mécanisme aussi des SCI, Sociétés Civiles Immobilières. Les gens en sont très friands. Beaucoup de clients pensent que c'est la panacée et que c'est la solution à tous leurs problèmes. Donc on a beaucoup de concubins qui viennent nous consulter pour faire des SCI et acheter par le biais de cette société civile immobilière. Donc l'idée en effet c'est d'avoir des statuts rédigés correctement, donc avec l'aide de votre notaire bien évidemment, et donc éventuellement d'emprunter, d'acheter à deux, d'avoir des parts sociales. Par exemple, moitié-moitié, on va partir sur un exemple assez basique. Et ensuite, vous pouvez faire un échange de parts sociales. C'est assez complexe quand même à expliquer, à rentrer dans les détails, avec ce qu'on appelle le biais d'un démembrement croisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez par le biais d'une SCI, le concubin a 500 parts sociales, la concubine a les 500 autres, et ensuite vous échangez, puisque dans une part comme dans un bien immobilier, vous êtes détenteur de la pleine propriété. Vous pouvez démembrer cette pleine propriété et en fait conserver un usufruit, ce qui s'appelle un droit de jouissance, donc ça évite à des enfants de vous mettre dehors bien évidemment, et de conserver vous la nue propriété, et ensuite vous échangez respectivement cet usufruit à l'autre concubin, ce qui fait qu'en fait en cas de décès d'un des concubins, il y en a un qui se retrouve avec la moitié des parts en pleine propriété, donc ça, les enfants de l'autre ne peuvent pas lui revendiquer, et il se trouve protégé sur le bien immobilier, il peut donc percevoir un revenu sur l'autre moitié des parts qui appartenait aussi en démembré à l'autre concubin, et donc il a un usufruit qui lui permet d'éviter d'être mis dehors, et étant donné que ça n'est pas un testament et un usufruit que vous avez légué, il n'y a aucune fiscalité à 60%. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on fait malgré tout rarement, mais c'est une bonne façon aussi de pouvoir éluder des droits de succession et protéger le concubin par le biais donc de cette SCI. Juste, Elsa, revenir sur le montage que tu viens d'expliquer, il y a une petite étape qui a été oubliée, et c'est peut-être moi qui ai mal compris ton développement, mais c'est un achat par les concubins et ensuite un apport pur et simple à la société. C'est-à-dire que ça n'est pas la société qui achète et les concubins ne sont pas acquéreurs du bien immobilier, les concubins achètent le bien immobilier et l'apportent de manière pure et simple à la société et on démembre les parts après. Mais c'est un mécanisme effectivement qui est extrêmement intéressant, comme vient de le dire Elsa. Si vous souhaitez que ce soit développé, vous allez voir un de nos confrères, on vous l'expliquera. Ça n'est pas un abus de droit, c'est tout à fait une opération qui est classique. Simplement, on ne peut pas faire une société avec des parts qui sont démembrées ab initio, on achète le bien, on l'apporte de manière pure et simple et on démembre ensuite les parts. Alors après, vous avez peut-être aussi entendu parler, alors là pour le coup, on ne va pas vous conseiller la tontine, puisque la tontine est une faculté de pouvoir acheter un bien et se retrouver pleinement propriétaire de ce bien suite à un décès, donc par le biais d'une clause d'accroissement. Donc il y a une condition résolutoire de décès, une condition suspensive de survie. Vous achetez à deux. Et en fait, le premier qui décède, évidemment, n'a rien, et le survivant est réputé être propriétaire du tout, ab initio. Donc toujours pareil, ça peut
entre guillemets, être intéressant, puisque là, si la tontine se fait de façon tout à fait égalitaire et qu'il y a bien un aléa qui est le décès, c'est-à-dire que vous n'achetez pas en tontine avec quelqu'un qui en principe doit décéder dans un mois, vous n'achetez pas non plus en tontine avec quelqu'un qui a un âge très avancé et avec quelqu'un qui a un âge beaucoup plus jeune, et puis vous essayez bien évidemment de financer, un âge plus jeune, de financer de la même façon cet achat que vous faites à deux. Et en fait, au décès du premier, le deuxième se retrouve pleinement propriétaire. Donc ça, il n'y a pas de contestation de réserve, il n'y a plus de quotité disponible, c'est inattaquable au niveau des enfants quand c'est bien utilisé. Le seul bémol, c'est que comme vous restez, on est toujours dans le thème du concubinage là, quand il y a une exonération complète fiscale quand vous achetez une résidence principale et qu'elle ne dépasse pas 76 000 euros, donc ce qui fait peu quand même comme montant de résidence principale, et donc dans le cas inverse, quand la résidence principale dépasse 76 000 euros, en tout cas au moment du décès, il y a une taxation à 60%. Mais d'un point de vue civil, pour éventuellement être sûr d'être propriétaire du bien et ne pas être en indivision ou en démembré avec des enfants, ça peut être un outil de transmission, mais qu'on déconseille, car le problème de la tontine, c'est que si vous ne vous entendez plus en couple, vous ne pouvez même pas aller voir un juge pour essayer de vous sortir de cette acquisition que vous avez faite. Il n'y a rien à faire et il faut attendre le décès d'un des deux. Le Pacs, tu avais quelque chose à dire sur la tontine ? Alors, la tontine, non, on est à peu près toutes les deux d'accord. On l'utilise très peu dans nos études. La notion d'aléa, ça on connaît avec les ventes en rente viagère, mais c'est un outil qui n'est pas très confortable. Et le côté irrévocable et le côté... on n'est pas Madame Irma, donc c'est vrai que je suis pas du tout... On était obligé de vous en parler parce que c'est un outil qui existe, mais c'est pas celui qu'on utilise au quotidien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait rencontrer, enfin le tour grossièrement comme problème en ce qui concerne le concubinage. Donc on va évoluer, essayer d'aller vers une protection un peu meilleure pour le commun des mortels. Donc avant d'arriver au mariage, on va passer par le Pacs. Donc le Pacs a beaucoup évolué. Il faut revenir un peu aussi sur l'historique du Pacs. Beaucoup de personnes avaient conscience que le concubinage était quelque chose de très aléatoire et ne les protégeait pas, mais pour autant ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se marier. Donc le Pacs a donc été instauré en 1999, me semble-t-il, et ça permettait un demi-mariage sans être vraiment marié, on va dire. Donc celui qui n'osait pas trop, il était un petit peu content, il était plutôt protégé, mais il n'allait pas complètement vers les idées qu'il pouvait avoir du mariage. Donc avant 2007, quand vous achetiez pacsé, vous aviez la possibilité, le régime légal était le régime de l'indivision, c'est-à-dire qu'en fait vous étiez indivisaire avec votre partenaire, et le souci de ce régime légal, quand on dit régime légal, c'était le régime de droit sans faire de contrat de pacs et de convention. Le souci, c'est qu'en effet vous étiez réputé être propriétaire à 50-50 sur tout ce que vous faisiez. Donc quand vous financiez 80 et l'autre 20, on pouvait difficilement faire machine arrière. Donc en 2007, il y a eu, 2006 en tout cas, il y a eu une avancée très importante dans le Pacs, c'est qu'en fait vous pouviez, si vous faisiez un testament, parce qu'on revient aussi sur l'idée, tout comme le concubinage, le partenaire pacsé n'est pas héritier de droit. Et ça, c'est très, très méconnu. Les gens pensent qu'en se pacsant, ils sont protégés. Ils ne sont protégés que s'ils font un testament. Et là, quand ils font un testament, désormais, il n'y a plus de droit de succession. Donc, c'est exactement équivalent au statut des couples mariés. Voilà. Et le régime légal actuel est un régime de séparation de biens. Donc là, ça permet, je trouve, une certaine souplesse, parce que si vous avez des rentrées d'argent différentes à un moment de votre vie, ben vous achetez en fonction de vos rentrées d'argent, 70-30, 50-50, enfin vous faites un peu, c'est beaucoup plus cadré, je trouve. Au niveau des clauses, Stéphanie va vous dire évidemment que nous notaires, nous faisons les contrats de Pacs. Vous pouvez aussi les faire. Vas-y Stéphanie, si tu veux. Alors, sur le Pacs, deux choses. Le Pacs, il faut effectivement, si on repart sur les fondamentaux, ne pas oublier que c'était un contrat qui était fait pour des gens qui ne pouvaient pas aller vers les liens du mariage.
Donc, ça restera quand même un sous-mariage, c'est-à-dire que le Pacs sans testament, vous n'héritez pas de votre partenaire. Ça, c'est effectivement, on le répète, on a l'impression que tout le monde le sait, mais j'ai tendance à dire que dans nos interventions ou dans notre clientèle, les gens n'ont pas ça en tête, et c'est effectivement extrêmement important. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on est pacsé, on n'a pas de reversion de retraite. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un sous-mariage, dans un mariage, vous pouvez avoir été marié, divorcé, vous vous remariez, vos ex-conjoints ou votre conjoint actuel ou votre défunt mari ou veuve auront une reversion de retraite au prorata des années de mariage. Au niveau du Pacs, avec les textes en vigueur, ça n'est pas le cas, donc on perd toutes les cotisations. Deuxièmement, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, au niveau du testament, le Pacs, à mon sens, n'est pas un régime confortable en présence d'enfants d'union séparée et d'enfants d'une autre union que votre partenaire pacsé. Pourquoi ? Parce que on en parlait en préparant la conférence avec Elsa tout à l'heure. Il y a des cas où effectivement ça peut s'appliquer, ça peut être intéressant. Monsieur a un patrimoine assez conséquent, madame n'a pas trop de patrimoine. Si monsieur décède avant sa partenaire et qu'il a fait un testament en lui léguant un usufruit sur un des biens, les enfants auront quand même sur la succession de leur père d'autres biens, ce qui fait que la partenaire pacsée survivante pourra utiliser le bien sa vie durant et n'aura pas à dédommager les enfants en faisant un prêt ou en cherchant de l'argent. Si par contre la succession du pacsé n'est composée que d'un seul bien et que j'ai laissé un testament au profit de mon pacsé en donnant l'usufruit, si je n'ai pas les moyens de dédommager les enfants, je ne serai protégée en fait de rien, puisqu'on ne peut pas ce qu'on appelle cantonner, c'est-à-dire limiter l'usufruit sur une partie d'un bien. Donc moi je conseille très rarement un Pacs lorsqu'il y a des enfants, soit du couple, soit des enfants d'union séparée. Alors après, justement pendant la conférence, on discutait d'exemples pratiques qu'on pouvait avoir. Le Pacs peut aussi être une situation d'attente, c'est-à-dire que le Pacs, souvent pour des jeunes couples qui souhaitent se marier, et malgré tout on entend aussi dans les études, quand moi je propose aux gens de se marier très rapidement, pour des raisons juste naturelles. Un décès peut arriver à n'importe quel âge, bien évidemment. Souvent, les jeunes couples ou moins jeunes nous disent un mariage, ça ne se prépare pas comme ça. En 6 mois de temps, c'est un coup. On a envie de faire une fête ou on a envie que ça soit symbolique et que ça soit préparé. Donc, ça, on peut le comprendre, on peut l'entendre, mais je pense que du coup, c'est dans ces situations-là qu'on peut éventuellement proposer aux jeunes couples ou moins jeunes, s'ils n'ont pas d'enfants en tout cas, de se paxer dans une situation d'attente et puis au moins et de faire un testament bien évidemment, et s'il arrive un décès entre la date de la signature du Pacs et du testament et puis la date prévue d'un mariage, vous êtes quand même couvert et protégé. Vous n'êtes pas mis dehors si vous avez évidemment pas d'enfants, puisque vous êtes pleinement propriétaire du bien. Donc vraiment, le concubinage, le Pacs comme le mariage, tout s'apprécie au cas par cas. On a toujours des généralités à vous enseigner, mais une famille ne fait pas une autre. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un diagnostic à la personne, au client, et d'adapter évidemment, et de vous prodiguer des conseils en fonction de votre mode de fonctionnement et de vie. Je pense qu'il est également important de rappeler qu'un testament doit être bien rédigé, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous aide et qu'on vérifie si les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie sont bien rédigées, si vos testaments correspondent à votre volonté. Nous on dit souvent que le notaire c'est vraiment le chef d'orchestre et qu'on met en musique vos volontés, donc on n'est certainement pas là pour vous dire ce que vous avez à écrire, on est simplement là pour vous vérifier avec vous si ce que vous avez écrit correspond à ce que vous souhaitez. On rappelle également des choses qui sont peut-être bonnes à entendre ou tout au moins à rappeler. Un testament peut être révoqué à tout moment. Une donation au dernier vivant peut être également révoquée. Un Pacs peut être également révoqué. Et un mariage, vous savez effectivement qu'on peut divorcer. Donc n'ayez
aucune crainte non plus. C'est une matière qui peut évoluer. On peut faire un changement de régime, un aménagement, un changement de régime. On peut être pacsé, se dépaxer, partir sur un mariage. Enfin, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Si vous avez l'impression que votre situation matrimoniale aujourd'hui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, il y a toujours moyen d'adapter, de faire évoluer votre situation patrimoniale et matrimoniale. Alors, on aboutit... Ah oui, en fait, j'ai pas un blanc, mais j'avais juste quelque chose à dire que j'avais oublié. Et d'ailleurs, j'ai oublié encore. C'était pour vous dire quoi? Bon, je me souviens plus, ça reviendra tout à l'heure. Oui, si, je voulais vous dire que souvent, les gens nous disent on ne veut pas se marier parce qu'en fait, si jamais on divorce, il va falloir prendre un avocat, ça va être compliqué. Et bon, c'est vraiment... grotesque d'entendre ça, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas marié que ça va être simple quand vous allez vous séparer, et ça va être même d'autant plus compliqué quand vous allez être concubin. Et pour le Pacs, c'est pareil. À un moment donné, nous sommes là, nous, pour régler les litiges à l'amiable d'une façon ou d'une autre, quel que soit le statut juridique que vous aurez choisi, si ce n'est qu'il y en a qui sont bien sûr plus encadrés que d'autres. Vous aurez de toute façon recours à un juge qui devra trancher si vous ne vous entendez pas. Donc c'était aussi ça le débat, de dire un divorce ça coûte, il y a des frais d'avocat, c'est bien plus long et il y a des frais bien plus importants quand justement le cadre juridique n'est pas adapté, puisqu'automatiquement il n'y a pas de solution et il faudra avoir au cas par cas. Pour vous donner un exemple et rebondir sur la réflexion d'Elsa, au Canada, nos confrères ont des demandes de leurs clients d'indiquer dans les contrats de Pacs le montant à verser en cas de sortie du Pacs. Donc si vous voulez, je ne suis pas en train de vouloir adhérer et dire que ce qui est fait au Canada est quelque chose qu'on doit faire sur le territoire, mais ça veut dire quand même qu'il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'être protégés de la même manière et qu'on puisse les aider le jour où ils ne sont plus ensemble et surtout en présence d'enfants. Mais effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir des divorces sans la présence du juge, mais qui posent une vraie difficulté parce qu'une sortie de vie de couple, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, vous avez de toutes les façons, dès que vous vivez à deux, il y a quand même des flux financiers. Qui achète la baguette de pain, qui remplit le réfrigérateur, sans rentrer dans des notions d'acquisition de biens immobiliers. Dès qu'il y a une vie en commun, il y a des flux financiers. Donc c'est là un vrai sujet. J'ai tout à l'heure un journaliste qui m'a demandé, mais parler d'argent, c'est tabou. Moi, je n'ai pas cette approche. Je pense que parler d'argent quand tout va bien, ça n'est pas tabou. Commencer à parler d'argent avec son futur ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, là, c'est plus du tout fluide, et là ça pose un problème. On ne doit pas cristalliser les problèmes du couple autour de l'argent. Donc l'idée de la conférence de ce soir, c'est surtout de vous mettre en exergue qu'il n'y a pas de mal à parler de ce que vous souhaitez, de ce que vous envisagez, et nous on trouvera une solution juridique qui correspond à votre approche par rapport à l'argent et donc à la vie quotidienne. Alors, nous allons traiter le troisième point qui est le mariage. Sécurité absolue. Alors, à manier avec précaution, mais en effet, il faut savoir que le mariage avant 2007, lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, que vous ayez ou pas des enfants, si vous ne faisiez pas de donation entre époux, on verra après le thème donation entre époux, mais je passe par là pour que vous compreniez où je veux en venir, vous n'étiez pas protégé. Depuis 2007, quand vous avez que des enfants communs, le conjoint est héritier, protégé, usufruitier, avec les enfants bien évidemment, mais les enfants ne peuvent rien demander du vivant, en fait du survivant. Et très souvent, là où il faut se poser une question importante avant de se marier, c'est de savoir si on doit faire ou pas un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand vous vous mariez sans contrat de mariage, le régime légal est donc le régime de la communauté de biens réduite aux acquits. Ça veut donc dire que tout ce que vous achèterez à compter du mariage sera commun, sauf si vous utilisez des fonds propres dans l'achat et que vous le déclarez à votre notaire, et de ce fait, le bien pourra rester un bien propre. Et la règle est que quand vous héritez ou que vous recevez un bien par donation, même si vous êtes marié sous la communauté, ça ne change pas la qualification de l'héritage ou de la donation que vous avez reçue, ça restera toujours propre. Donc ça, c'est le régime légal.
Ensuite, vous pouvez avoir des niveaux de vie différents, des revenus différents et des professions surtout différentes que vous voulez protéger parce que vous vous dites que vous allez peut-être dans ce mariage après divorcer ou décéder et pour autant vous avez envie de choisir du coup un régime de séparation de biens. Donc là, c'est un contrat de mariage que vous allez choisir avec votre notaire, qui sera une séparation, du coup, ce contrat pur et simple ou pas. Vous pouvez aménager, il y a plein d'outils de transmission et des moyens de protection qui sont fabuleux. Dans les contrats de mariage, vous pouvez faire une séparation pour les biens professionnels, une communauté pour certains biens, pour vous protéger. Voilà, tout ça se voit avec le notaire. Et surtout, il y a une idée reçue qui est fausse, c'est que les gens pensent que quand on se marie sous la séparation de biens, en cas de décès, le conjoint qui ne travaillait pas éventuellement n'a rien. Ça n'est pas le contrat de mariage qui détermine en tout cas ce que vous aurez en cas de décès, que vous soyez marié sous la séparation de biens ou la communauté de biens réduite aux acquits. Et si vous n'avez pas fait de donation entre époux et que vous avez des enfants communs, vous êtes usufruitier du patrimoine, c'est-à-dire que vous pouvez toucher tous les revenus. Et il y a un pourcentage qui vous reviendrait si vous deviez partager ce patrimoine avec vos enfants. Le contrat de mariage, il est essentiellement utile aussi pendant la durée de vie des époux, tout simplement. Et c'est juste pour parer à un problème en cas de divorce, de bien cantonner à ce moment-là des patrimoines. Donc, il ne faut surtout pas penser, en effet, que le contrat de mariage va être plus ou moins avantageux. Alors, évidemment, en plus, quand vous vous mariez sous la séparation de biens, le conjoint qui ne travaille pas est de toute façon protégé en cas de divorce, éventuellement, quand il y a une disparité de revenus. Donc, en ce qui concerne la protection du conjoint, Stéphanie va vous en dire un petit peu plus. Alors donc, au niveau des régimes matrimoniaux, donc, il y a mariage si vous allez à la mairie, d'accord ? Donc un contrat de mariage ne prend sa vie que le jour où le mariage civil est intervenu. Il y a effectivement plusieurs types de régimes matrimoniaux, comme l'a expliqué Elsa, des régimes séparatistes, des régimes communs, des régimes hybrides qui sont séparatistes le temps du mariage et qui deviennent communs le jour de la liquidation. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, on est encore sur une notion de réalité de flux financier, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de savoir qui a financé quoi, surtout en présence d'enfants d'une première union. Il est quand même effectivement un petit peu difficile, comme on ne connaît pas l'ordre des décès, si monsieur est très très âgé, madame est très très jeune, que madame est plus jeune que les enfants d'une première union, si ce monsieur se marie sous un régime de communauté universelle, et heureusement que le Code civil prévoit certaines choses pour pallier à ça, tout le patrimoine de monsieur pourrait glisser dans le patrimoine de madame et les enfants, de ce fait, n'hériteraient jamais. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le cas, puisqu'on a ce qu'on appelle une action retranchement qui permet de recalculer et de définir quelle aurait été la part des enfants si jamais il n'y avait pas eu ce changement de régime matrimonial. Donc, notre approche est de dire qu'effectivement, il n'y a pas un contrat qui est meilleur. Ça serait facile, on serait tous mariés sous le même régime. C'est vraiment de voir vos problématiques, quelle est votre activité professionnelle, est-ce que vous avez des risques avec des créanciers, est-ce qu'il y a une disparité de revenus, est-ce qu'il y a des enfants d'une autre union, ce que vous souhaitez vraiment et votre mode de vie actuel, et à ce moment-là, on vous aiguille. Alors, pour protéger son conjoint lorsqu'on est marié, déjà, il faut rappeler qu'on n'a pas besoin de faire de testament pour que le conjoint hérite, puisque par définition, comme le rappelait tout à l'heure Elsa, le législateur a augmenté les droits du conjoint survivant. Donc aujourd'hui, le conjoint survivant est considéré comme un héritier à part entière. Et il y a lieu quand même de travailler et de voir quelle est la meilleure option possible, parce que sans donation entre époux, le conjoint a des droits définis. Avec la donation entre époux, c'est ce qu'on appelle un pacte sur succession future, c'est-à-dire qu'on choisit de signer à un instant T un acte de donation entre époux qui portera sur l'universalité des biens qui composeront votre succession, à savoir qu'on ne sait pas de quoi sera composée votre succession, mais votre conjoint héritera de votre patrimoine en entier et il choisira en fonction de son âge, en fonction de présence ou non d'enfants, de l'usufruit, d'une partie en pleine propriété ou usufruit. Et là, à ce moment-là, on aide le conjoint survivant pour regarder quelle est l'option la plus intéressante pour lui.
Comme je le rappelais tout à l'heure, une donation entre époux est révocable lorsqu'elle est faite en dehors du contrat de mariage, et on les fait rarement à l'intérieur d'un contrat de mariage, parce que si la donation entre époux est faite dans le contrat de mariage, cette donation deviendrait irrévocable, et c'est vraiment pas notre conseil. Si vous n'avez pas fait de donation entre époux, on vous disait qu'en présence d'enfants communs, ce n'est pas grave, puisque maintenant vous êtes protégés légalement. Il est impératif d'en faire une quand vous avez, quand vous avez des enfants conseillés de lits différents. Il faut aussi faire attention quand même que nous, on vous parlait de la protection du conjoint. La protection du conjoint peut aussi être, et le mariage donc du coup comme un outil très important, ça peut être à l'inverse très handicapant pour les enfants. Et pour le coup, le conjoint qui décide de se marier veut protéger son épouse, mais ne veut pas non plus complètement déshériter, ce qu'il ne peut pas, bien évidemment, ses enfants d'une première union. Donc il faut faire attention dans la donation entre époux de choisir une option, on va dire, à minima, parce qu'on se rend compte, hélas, quand il y a surtout une grande différence d'âge, donc quelqu'un de beaucoup plus âgé qui épouse quelqu'un de beaucoup plus jeune, on se retrouve avec des héritiers en concours avec un conjoint survivant qui a le même âge. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des fois peu de chances que les enfants héritent de quelque chose. Ça risque de passer après à la génération d'après. Alors pour ça, certains époux souhaitent ne pas trop protéger leur conjoint et ne pas faire une donation entre époux sur tous les biens. Il faut savoir que vous avez maintenant un droit viager au logement. Le droit viager au logement, ça veut dire qu'à vie, on ne peut pas déloger le conjoint survivant. Encore faut-il que la résidence qui subit ce droit viager au logement soit propre à la personne qui décède ou éventuellement de communauté avec son nouveau conjoint. Donc dans les familles recomposées, parfois ça arrive que vous ayez donc un couple, une personne décède en laissant des enfants et le conjoint survivant se remarie après. Le droit viager au logement ne peut pas fonctionner sur une résidence qui était d'une première communauté, puisque vous ne pouvez pas aliéner entre guillemets à vie, et c'est-à-dire laisser un deuxième conjoint dans un bien qui théoriquement aurait dû vous revenir après le décès de votre père ou de votre mère. Donc ce droit viager au logement est un droit qui est très important, tellement important que vous ne pouvez pas l'enlever sans avoir recours à un testament authentique. Et là, ça n'est plus un testament holographe que vous pouvez faire seul chez vous. C'est un testament qui doit être fait devant notaire en présence de 2 témoins ou en présence de 2 notaires. Et donc, il y a peu de gens qui sont au courant, qui des fois décident de faire un testament en déshéritant leur deuxième conjoint sans savoir que le droit viager au logement est assez handicapant pour les enfants qu'il aurait pu avoir d'une précédente union. Alors pour revenir sur les moyens de protection, donc l'intérêt de la donation entre époux, c'est le tableau et le schéma qui est derrière nous, à savoir donc les options dont on vous a parlé tout à l'heure de manière assez rapide, avec le fait de dire en fonction du patrimoine, en fonction de la volonté des parties, l'accord des enfants, donc il y a un choix de 100% en usufruit ou un quart en pleine propriété et le surplus en usufruit qui permet une souplesse. Et qui permet effectivement, au pire, un cantonnement des biens et donc éviter la notion d'indivision et que chacun dispose des biens en pleine propriété, que les biens ne soient pas en indivision. Alors, si par exemple vous... J'avais l'impression que ça ne marchait pas, pardon. Donc le contrat de mariage, on vous a dit tout à l'heure que ce contrat se faisait avant le mariage. Si par malheur ou en fonction des connaissances que vous auriez acquises tout au long de votre vie ou de l'évolution de votre patrimoine, vous décidiez de protéger ou pas votre conjoint un peu plus, vous pouvez éventuellement aussi avoir recours au changement de régime matrimonial. Le changement de régime matrimonial, c'est quelque chose qui se fait chez un notaire, qui avant devait être homologué par un juge, et aujourd'hui l'homologation par un juge n'est plus obligatoire sauf en présence d'enfants mineurs, et donc vous pouvez directement faire ce changement de régime matrimonial chez votre notaire pour adjoindre certaines clauses qui peuvent être très avantageuses, notamment quand vous avez des enfants communs. Vous pouvez alors pas faire une communauté universelle totale,
puisque la communauté universelle a le mérite de protéger le conjoint survivant, puisqu'il a tout en cas de décès du premier conjoint. L'effet boomerang, on va dire un peu, c'est que fiscalement, ça n'est pas si intéressant. C'est intéressant au premier décès parce qu'il n'y a pas de liquidation fiscale et de droits de succession à régler. Mais au deuxième décès, vous perdez les abattements que normalement auxquels vous avez droit dans la succession du premier et du deuxième. Donc ça peut être plus cher fiscalement. Et le conjoint peut faire tout avec le patrimoine dont il hérite, c'est-à-dire aussi tout vendre. Donc ce changement de régime matrimonial, si vous ne souhaitez pas qu'il soit total, et donc passer par une communauté universelle, vous pouvez juste faire des clauses qu'on appelle de préciput, si votre patrimoine est assez conséquent, et de décider que le conjoint aura la maîtrise d'un seul bien immobilier. Si vous avez par exemple une résidence secondaire, vous pouvez l'inclure à l'intérieur de ce contrat qui est en fait un aménagement du régime matrimonial, et c'est une vraie bonne protection aussi, tout à fait autorisée. Il n'y a absolument pas d'abus de droit quand elle est utilisée avec précaution, bien évidemment. Alors moi, pour atténuer la difficulté de effectivement perte de deux abattements, je préconise de faire une donation-partage aux enfants avant le changement de régime matrimonial. C'est-à-dire que je fais donner un bien par le couple aux enfants, ce qui permet d'expliquer aux enfants la volonté des parents du changement de régime matrimonial. J'optimise fiscalement et ensuite on fait le changement de régime matrimonial. Et ça permet d'adoucir un petit peu le côté effectivement pervers de perte de l'abattement. Ensuite, on a repris derrière la tontine, mais ça c'est effectivement par rapport à notre articulation de présentation qui est le concubinage, le pax et le mariage, avec effectivement des choses qui sont communes aux trois régimes. La notion de démembrement qui est également tout à fait concevable pour le mariage ou le concubinage ou le pax, et les assurances vie, avec par contre un rappel qui serait quand même extrêmement intéressant, que vous validiez avec nous que vos clauses bénéficiaires sont bien rédigées. La conférence est terminée. Merci de votre écoute et à très bientôt.